Dans cet épisode, on va débriefer de l'une des courses qui était la plus attendue de 2025 avec Benjamin Saccenti et Ugo Ferrari. C'est parti. Cette émission vous est proposée par Tonton Outdoor, votre boutique spécialisée dans le running et les sports d'aventure. Retrouvez toutes nos sélections pour vous équiper au mieux sur www.tonton-outdoor.com et en boutique à Paris, Nantes et Vannes. Ciao à tutti et bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode un peu spécial enregistré en Toscane. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast et qui ne nous voient pas sur YouTube, on a un décor assez somptueux puisque voilà, juste derrière moi la vallée toscane avec ses vignes à perte de vue, c'est vraiment un cadre magnifique. Et bien c'était le décor d'une des courses les plus attendues de 2025. On va parler de tout ça, on va revenir sur cet événement, on va décrypter la course et ses enjeux avec nos invités. Et puis en dernière partie d'émission, on va parler aussi de la saison estivale qui s'annonce déjà extrêmement impressionnante. Et pour nous aider à décrypter tous ces enjeux et à faire des petits pronostics, j'ai le plaisir d'avoir à ma table deux invités. Le premier est team manager de la team Brooks. Il a accompagné ses athlètes en terre toscane pour les aider à perfer. Il s'agit de Benjamin Saccenti. Salut Benjamin, comment ça va ? Salut Guillaume, écoute, ça va hyper bien, sous enfin le soleil toscan, parce que c'est pas ce qu'on a eu tout le week-end. Mais voilà, ça a été un beau week-end, un beau début de saison, et on a mis enfin le pied à l'étrier pour 2025. C'est vrai que c'est cruel pour les coureurs. Aujourd'hui, il fait un peu plus beau, c'est dommage. Et nous sommes aussi accompagnés d'Ugo Ferrari, athlète élite de la team Altra et aussi créateur de contenu. Hugo, c'est un plaisir de te recevoir dans l'émission, c'est la première fois, donc bienvenue. On va essayer de... On va pas le bisuter, on va essayer de bien s'occuper de toi et que tu te sentes à l'aise. Comment ça va aujourd'hui ? T'as couru en plus, toi ? Ah, j'ai les petits yeux, je pense que ça se notera un peu pour ceux qui nous suivent sur YouTube. 3 bonnes heures de sommeil pour récupérer du 120 km, donc c'est évidemment pas assez, mais on a fêté ça avec quasiment l'intégralité du team Altra et puis surtout les employés qui sont pas très très loin, donc on est vraiment tous ensemble sur l'événement. On en a profité de faire une belle semaine ici et comme tu dis, vu le cadre, on a bien fait. Ouais, course magnifique, tu vas nous expliquer justement un peu, tu vas nous parler du parcours, tu vas nous dire s'il est aussi beau que ça. Messieurs, on va pas se mentir, le Chianti Ultra Trail, c'est pas forcément la course à laquelle on s'attendait à voir débarquer un Kylian Jornet, un Jim Wemsley ou encore un Vincent Boyard. C'était plutôt une course plutôt de deuxième plan sur le circuit UTMB. Et pourtant, cette semaine, on a eu l'impression que c'était un peu le centre du monde du trail. Tout le monde ne parlait que de ça. Benjamin, est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi cette petite course italienne est devenue aussi importante dans le monde de l'ultra et surtout pourquoi des athlètes comme Gene Kilian ou Vincent, ils ont décidé d'y participer parce que c'est quand même assez surprenant. C'est assez simple, tout simplement. Alors Chianti déjà est devenu une manche by UTMB, donc forcément il y a eu les athlètes qui ont commencé à s'en intéresser pour se qualifier sur les manches, sur les finales à Chamonix ou simplement pour venir faire une course de début de saison parce qu'elle est plutôt bien placée dans le calendrier. Et puis bien sûr cette année il y avait surtout 2 golden tickets pour se qualifier automatiquement à la Western pour les 2 premiers ou les 2 et 3e comme ça a été le cas puisque Jim était déjà qualifié cette année. Donc voilà, ces 2 tickets qui permettent de participer à la fameuse Western State fin juin. Pourtant, la Western State, c'est pas une course by UTMB. Quel rapport ? Si. Si, Guillaume. C'est très spécial, c'est la seule course où tu n'as qu'une distance d'ailleurs. Ah, je savais pas. C'est pour ça souvent on oublie, mais même moi j'ai fait l'erreur dernièrement et si on me l'a rappelé, elle est bien by UTMB. D'accord, surprenant. Ils auraient su un beaucoup là, nos amis chamoignards. Du coup, Hugo, toi, tu étais aussi sur la ligne de départ à Chianti. Tu vas nous raconter justement comment ça s'est passé pour toi. Tu vas nous donner ton ressenti sur le parcours. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi, tu as choisi justement pour t'aligner sur cette course, qui n'est pas forcément la plus connue et la plus réputée. Est-ce que tu voulais toi aussi ton golden ticket pour les États-Unis ? Non, je me doutais bien qu'il y a une seule course en Europe qui donne des golden tickets, donc je me doutais bien qu'il y avait des gens plus forts que moi qui l'avaient en tête. Je suis venu parce que j'apprécie de courir en mars, étant donné que je peux m'entraîner avec beaucoup plus de liberté durant l'hiver. D'ailleurs, c'est le cas de Lambert Santelli aussi, qui a fait une très belle performance. Et du coup, je vise toujours une course en début d'année. Les Canaries, j'y suis déjà allé. Et là, l'occasion était belle puisque les bureaux d'Altra Europe n'étant pas très très loin, on a fait un très joli rassemblement. Donc ça permettait de faire un lancement de saison de team, comme Benjamin peut le faire avec Brooks.
Donc c'était un tout en un, quoi. Une belle épreuve by UTMB, des forces en présence grâce au Golden Ticket, et puis derrière toute l'atmosphère du team qui était avec nous. Donc et je me suis tout de suite inscrit. Ouais. Est-ce que du coup cette course est-ce que ça va rester la seule en Europe qui distribuera des Golden Tickets? Est-ce que ça va devenir une course incontournable du circuit à votre avis? Et souvent ça change, les Golden Tickets, ça reste pas tout le temps. Nice by UTMB, ils l'ont été un petit peu, ça a changé, après c'est devenu le Chianti, ça tourne un peu, alors c'est difficile à dire. Parce que c'est vrai que ce qui frappe aussi, c'est que malgré les efforts du circuit UTMB, on a quand même du mal à voir encore émerger des courses qui vivent un peu par elles-mêmes et pas dans l'ombre de l'Ultra Trail du Mont Blanc. On a même l'impression, en tout cas nous, le grand public, que certains viennent surtout viennent chasser un peu du running stone, que c'est un peu par obligation qu'ils participent à ces courses by UTMB. On a vu Germain Granger aussi sur les réseaux sociaux, qui a communiqué en disant qu'il était quand même là avant tout pour récupérer des points. Est-ce que vous avez la même impression que ça? C'est aujourd'hui plutôt une contrainte de venir participer à ces courses, Benjamin, toi qui... Je pense que contrainte, le mot il est un peu fort. Après, c'est évident que la plupart des athlètes aujourd'hui ciblent, et la plupart des marques aussi ciblent leur saison autour de l'UTMB à Chamonix, autour des finales. Donc forcément, il y a une envie et un besoin de participer à d'autres épreuves by UTMB. Après, quand on voit le cadre d'un Chianti, c'est quand même un bel endroit pour faire du trail. C'est un bel endroit pour faire une course, et notamment sur une course qui n'était pas forcément connue jusqu'à maintenant. Donc oui, c'est pas forcément ce que les athlètes ciblent en premier, mais je pense que c'est aussi le début de la création du circuit UTMB, et je pense qu'il y a un réel intérêt à ce que le circuit se pérennise. Après, peut-être qu'il faudra le structurer encore mieux que ce que c'est aujourd'hui, mais toujours est-il que je pense que c'est une bonne chose pour moi qu'il y ait des manches comme ça là, qui émergent un petit peu partout. Attention à ce qu'il n'y en ait pas trop quand même, c'est peut-être le petit point d'interrogation. Mais c'est vrai que l'ultra est quand même beaucoup UTMB dépendant, ça c'est une réalité, et c'est compliqué aujourd'hui quand on a un organisateur de course de pouvoir exister autour de cet événement-là qui cristallise un peu les passions, qui attire aussi bon nombre de sponsors. Je sais pas toi Hugo qui est un petit peu aussi dans l'événementiel sportif, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Mais pour les organisateurs de courses qui ne sont pas labellisés UTMB, en fait c'est difficile parce que organiser un ultra trail ça demande beaucoup de moyens pour finalement un très faible public, parce qu'on ne peut pas balancer un très grand nombre de coureurs sur de telles distances aussi dures, aussi longues. Par exemple, un ultra tour du Beaufortin, ça se résume à 600 personnes. Et derrière, on ne peut pas non plus mettre un prix de dossard trop élevé. Et pourtant, les secours en montagne sur des épreuves de longue distance, c'est très très cher. Et alors après, si vous voulez en plus rajouter tout un volet communication, etc. Et l'UTMB fait de très belles choses qui font avancer le sport en proposant de temps en temps des nouvelles choses qui sont un peu innovantes. Mais par contre, du coup, les coureurs, ils s'habituent. La petite médaille d'après-course, le t-shirt, le truc, le machin. Biberonné. Ça vient un peu d'eux. Et si vous organisez une course et que vous en donnez pas... des fois, vous avez quelques remarques, pas trop, ça va, les gens sont compréhensifs, mais on a l'impression qu'il faut que, même s'ils ne sont pas labellisés, qu'il y ait quand même un super package et tout, donc ça peut être compliqué pour des indépendants comme Jean-Michel Fort-Vincent qui avait fait son tour du lac de Serponçon et qui s'est aussi vu... comme il n'a pas la grosse machine bureaucratique que peut avoir l'UTMB, et il s'est vu refuser l'accès de certains coins du territoire. Ouais. Et juste pour compléter aussi, il y a la création d'un second circuit d'ultra, World Ultra Trail Major. J'ai plus le nom exact en tête. Je crois avec la Grande Canaria. Il y a la Grande Canaria. North Face, non, c'est aussi qui est dessus, je crois. Alors North Face, ils sont sponsors de Trans Grande Canaria, mais c'est Grande Canaria effectivement qui est sponsor de la série au global. Et c'est des belles épreuves tout ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et moi je milite pour un sport qui soit un peu plus lisible, et c'est vrai que le fait qu'on continue de créer d'autres circuits, etc. Je suis pas hyper fan, même si c'est sûr que chacun doit avoir un petit peu midi à sa porte, et que le fait de pas forcément entrer dans les UTMB Series peut avoir aussi une incidence positive pour ces gens-là. Mais voilà, ça fait partie d'un sport jeune qui se structure, qui est le trail. Ouais, et puis c'est sûr aussi, c'est des grosses locomotives, ça permet de capter un peu l'attention médiatique. C'est aussi une énorme vitrine pour l'ultra trail, et ça a évidemment énormément contribué à la popularité de cette discipline. Alors, avec l'engouement qu'on avait eu autour de la Chianti cette
cette année, on pouvait aussi se demander si l'organisation locale allait un peu avoir du mal à encaisser le coup, quoi, on va dire. C'est sûr, il y a plus de coureurs, plus de médias, plus d'athlètes à gérer, un peu des VIP aussi athlètes qu'il faut savoir aussi s'en occuper. J'imagine que c'est un challenge ça pour les organisateurs. Du coup, est-ce que cette organisation elle a tenu le coup? Hugo, toi qui as vécu de l'intérieur cette course, est-ce que l'orga était à la hauteur? Est-ce qu'il y a eu des couacs? Est-ce qu'il y a eu des tensions? Est-ce qu'il y a eu des embouteillages? Ou c'était plutôt fluide et bien mené? Je pense que ma réponse, ça va te faire vraiment plaisir parce que là où tes auditeurs, ils pourraient dire ouais, mais lui, il est dans les premiers, donc je suis parti de la 20e place et je suis arrivé 10e. Donc il n'a pas vu les bouchons, nanani, nanana. Et en fait, au bout de 80 km, on rejoignait le parcours du 73 et là, on est arrivé dans le cœur du peloton. Donc quand j'arrivais à un ravitaillement, en fait, tout le monde était déjà là, tu vois. On prenait un peu ses barres, etc. Donc il fallait que je me faufile parmi les coureurs. Et tu vois, c'était encore très fourni, je manquais de rien. Leur fournisseur, qui est la marque de nutrition NAC, moi, quand je suis arrivé au milieu du peloton du 73, il y avait de la boisson, il y avait des barres, donc j'ai trouvé que c'était correct. Le balisage, il était très très bon, même si il y a peut-être parfois des pistes forestières, il aurait fallu peut-être les barrer. J'imagine que quand Jim arrivait lancé à Mac 12, c'était pas forcément évident pour lui. Ouais, ils cherchaient souvent leur chemin et demandaient beaucoup quand même. Ouais, parce que souvent tu vas vite et en fait, on en parlera après du parcours, mais tu cours sur une piste forestière, puis d'un coup ça prend un petit single à droite mais que tu n'avais pas du tout vu et toi tu étais lancé sur ta piste forestière. Donc c'est vrai que même si le balisage est présent, tu as tendance à foncer. Mais moi j'ai pas trouvé de couac particulier. Après il faut avoir aussi le retour des coureurs sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que ça donne quand même toujours une très belle impression. Mais je pense que ça a été bien fait. Et effectivement, par rapport à l'an passé, il y avait plus de dossards, donc c'était un challenge. Ouais, non, mais en tout cas, moi, vu de l'extérieur, on a aussi travaillé avec l'organisation. J'étais un petit peu inquiet au début parce que je sentais quand même que ils n'étaient pas forcément habitués à gérer toutes les demandes des journalistes et tout. Mais franchement, sur place, nickel. Enfin, vraiment, bonne organisation. Les gens, en tout cas, moi, j'ai eu que des gens heureux, contents. Je pense que vraiment, ça va leur servir et bravo à eux parce que j'imagine que ça les a un petit peu sortis de leur zone de confort et que c'était aussi un enjeu. Je crois aussi que les équipes de l'UTMB France ont pas mal renforcé un peu les équipes et les ont aussi beaucoup accompagnées, mais en tout cas ça a bien fonctionné. Alors justement Hugo, toi raconte-nous un petit peu plus en détail cette course. Je suis sûr que il y a pas mal de nos auditeurs qui ont suivi ça un peu à droite à gauche et ça leur a donné envie d'y participer. On a reçu plein de messages, gens qui disaient tiens, ça donne envie cette course là. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur le parcours, son profil, ses difficultés, l'ambiance, ta perception de cette course là? C'est très simple pour les Français qui nous regardent. Si vous voulez une idée du Chianti, allez courir dans le Beaujolais, c'est exactement pareil. Vous descendez à peu près à 300 mètres d'altitude, vous montez à 800 mètres. C'est tout à fait ça. Alors après, l'organisation est maître du parcours, donc c'est eux qui dosent. Mais moi, je suis venu en m'attendant à ce qu'on court sur des pistes forestières, comme on peut voir les Strade Bianche à la télé. Et en fait, oui, une majeure partie du temps, on fait ça. Mais à énormément de moments, j'ai été très très surpris parce que on nous fait prendre des singles. Parfois, c'est des pistes forestières, mais on sent que ça a été utilisé uniquement par un tracteur, donc c'est complètement défoncé, surtout qu'il y avait des intempéries avant la course. J'ai trouvé ça très piégeux, finalement pas si roulant que ça. J'ai déjà fait des courses qui étaient beaucoup plus faciles. Par exemple, je pense que le Lavaredo est beaucoup plus simple, même si c'est pas les mêmes types de montées. Donc j'étais désagréablement surpris parce que je m'étais préparé à courir sur quelque chose de facile tout le long et du coup c'était beaucoup plus dur que ce que j'avais prévu. Donc plus on passait les kilomètres, plus je me disais mais c'est pas possible. En plus mon frère l'avait fait l'an dernier, il m'avait dit tu verras, c'est super simple. Et en fait c'était pas tout à fait les mêmes sentiers, ce qu'ils avaient rajouté était beaucoup plus technique. Il y avait quand même de la route, il y avait quand même pas mal de parcelles de route, même pour les chaussures. Je me demandais qu'est-ce qu'on doit prévoir comme chaussures et tout parce que c'était quand même une belle diversité de spots et de terrain. Oui, du coup, moi, j'ai pris quelque chose qui avait beaucoup d'amorti parce que je partais du principe qu'on allait quand même beaucoup courir et que les descentes qui s'effectuent sur des pistes forestières, c'est vrai qu'on apprécie cet amorti qui vient gommer un peu la fatigue du corps. Donc j'étais parti là-dessus. Pour parler des premiers, je crois qu'ils avaient leur modèle de Hoka carbone qui a été développé par Vincent un peu lui-même aussi. Donc, qui est un modèle avec une grosse semelle et une lame de carbone. Et moi de mon côté avec Altra j'ai une grosse semelle mais je n'ai pas la lame de carbone, mais oui on a tous pris un peu de l'amorti. Benjamin, toi qui a un petit peu été sur le bord de route, qui a aussi j'imagine récupéré des feedbacks de tes athlètes, selon toi le bon profil de coureur pour s'épanouir, pour performer à Chianti, c'est plutôt des coureurs rapides qui veulent faire parler leur qualité, faut quand même avoir un certain bagage technique aussi pour s'en sortir sur certains passages, ta perception? Moi, je pense que l'équilibre d'un Jim il est parfait. Je pense que c'était un parcours qui est parfait pour Jim, quelqu'un
quelqu'un qui sait aller vite, mais quelqu'un qui est quand même à l'aise quand c'est malgré tout relativement technique. Donc je pense que là c'était le typique pour que Jim réussisse à faire une grosse perf. Et juste pour reparler un petit peu matos, c'est vrai que ça a été aussi un grand débat à l'intérieur de chez nous, chez Brooks. Il y en a quelques-uns qui se sont essayés à partir en chaussures route, notamment ce matin sur le marathon. Ils l'ont vite regretté parce que c'est quand même un vrai Oui, trail. c'était la question, c'est ça, c'est ce C'est qu'il quand faut même un vrai finalement. trail, donc je pense que non, il fallait quand même partir sur une vraie chaussure de trail. Après, quelque chose avec beaucoup d'amorti, quelque chose potentiellement avec du carbone pour à la fois pour la stabilité, à la fois pour le côté dynamique. Et puis je pense que c'est plutôt vers là qu'il fallait aller en termes de matos. Ouais. Alors, Benjamin, Hugo, j'aimerais maintenant qu'on s'attarde un peu plus sur la dimension performance et actualité de cette course. Alors, cette année, c'était quand même une première. Hein, les 3 derniers vainqueurs de l'UTMB réunis sur la même ligne de départ. On avait Kilian en 2022. 2023, c'est Jim qui l'emporte. Et 2024, bien sûr, Vincent Boyard. Et c'est vrai qu'en dehors de Chamonix ou la Western States, c'est quasiment du jamais vu, un plateau pareil. Forcément, plusieurs semaines avant la course, ça commençait à s'emballer. Hein, les articles dans les médias, les posts sur Instagram. Les déclarations aussi, il y a eu une vraie hype qui est montée un peu en flèche autour de cette course. Elle a peut-être aussi, est-ce que déjà cette hype elle a été justifiée, vous allez nous le dire, elle a peut-être aussi mis un peu de pression sur les épaules de nos coureurs. À votre avis, tout ce storytelling, est-ce qu'il était justifié? Est-ce qu'il a pesé aussi sur la course et sur les coureurs? Eh ben, je pense que pour Vincent Bouillard, ça devait être un peu difficile à gérer. Après, à mon avis, dans son métier d'ingénieur, lui qui travaille avec les US pour Oka, il doit gérer des situations qui parfois sont aussi compliquées. Mais c'est quand même impressionnant de se dire que l'an dernier, à cette date, absolument personne ne le connaissait, hormis ses proches et lui-même qui était conscient de son niveau. Mais là, on l'a mis sur le même piédestal qu'un Jim Walmsley qu'on voit depuis sa première western en 2016. Un Kilian Jornet qu'on voit depuis 2008, et lui d'un coup d'un seul il est sur le même échelon qu'eux, donc j'imagine que ça devait quand même lui faire un peu bizarre, même si il est sans doute rodé un peu l'exercice. Et pour Kilian, je pense que c'est toujours un peu un jeu, parce que c'est difficile pour lui, il peut pas trop se montrer en public, sinon les gens lui demandent énormément de photos, des choses comme ça, donc il faut qu'il reste un peu dans son coin. Et puis Jim commence à avoir aussi un petit peu cette notoriété là, donc des fois c'est pas qu'ils nous aiment pas, mais ils essayent de pas trop se montrer pour pas faire des événements de foule, quoi. Benjamin, justifié ou pas la hype sur cette course? Justifié, oui, parce que là on avait quand même 2 vraies légendes du trail, plus peut-être la légende en devenir. C'est vrai que Vincent, c'était un peu un point d'interrogation. En interne, on en discutait avant le départ. Est-ce que Vincent, il est en capacité de venir rivaliser avec Jim, avec Kilian? En fait, dès le départ et dès les 30 premiers kilomètres, on se rend compte que oui. Donc je pense que Vincent, il fait très clairement partie des futurs très grands en ultra là dans les années qui viennent. Donc pour toi, il n'a pas encore ce statut-là? Il l'a déjà, mais la pérennité d'un athlète de haut niveau, ça se voit quand on est capable de répéter dans le temps ces performances-là. Donc, et j'espère pour lui qu'il sera capable de faire le même type d'exploit sur une Western, sur un UTMB dans les années qui viennent. Donc je suis persuadé qu'il a le potentiel, ça c'est évident. Mais voilà, il va nous le montrer dans les années qui viennent. Et il nous l'a déjà montré hier en tenant tête à Kilian pendant 120 km. Donc voilà. On va revenir un peu justement sur les stratégies, sur nos ressentis aussi autour de la performance de chacun de ces athlètes. Ce qui rendait aussi cette course passionnante, à mon sens en tout cas, c'est que chacun des 3 grands favoris, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou si vous l'avez remarqué, ils avaient des enjeux assez différents les uns des autres. Par exemple, Kilian, après 2 ans d'absence sur le circuit UTMB, il devait prouver qu'à 38 ans, il restait quand même le roi des montagnes avec toute cette nouvelle garde qui arrive. Hein. C'est vrai qu'il y a... il fait plutôt partie de l'ancienne école sans vouloir lui manquer de respect. Jim, lui, il sort d'un abandon à l'UTMB 2024, une longue période de blessure. J'imagine qu'il devait avoir à cœur aussi de montrer qu'il était de retour et 100%, avec 100% pleinement de ses possessions. Vincent, évidemment, tu le disais, après sa victoire à Chamonix, il devait aussi prouver que ce n'était pas un simple coup d'éclat et qu'il faisait désormais partie des tout meilleurs. Ce contexte humain aussi, est-ce que c'est pas ça qui a rendu aussi la course passionnante, au-delà du fait qu'on avait 3 champions, on avait 3 histoires différentes et 3 enjeux différents? Moi, ce qui m'a complètement régalé, Guillaume, c'est que Kilian et Vincent viennent pour prendre le Golden Ticket. Ils savent qu'il va y avoir un affrontement avec Andreas Reiterer, qui a gagné l'an dernier à quand même presque 12 km/h de moyenne, donc il est d'ici en plus. Luke Grenfell qui venait aussi, qui est quelqu'un de très costaud, donc il savait qu'il allait avoir un affrontement. Il fallait pas faire de bêtises, et d'un coup Jim se rajoute par-dessus. Et lui, pourquoi il vient? Juste parce qu'il apprend que Kilian est là et il veut le battre. Il veut lui montrer que je suis le meilleur.
Et comme tu le dis, Kylian, il a plus rien à prouver. Il a déjà gagné plusieurs fois le Mont Blanc. Il fait des expéditions qui sont complètement folles. Enfin, moi, je comprends même pas ce que ça représente en termes d'efforts. Et en 2028, il pourrait venir à l'UTMB pour le remporter 20 ans après son premier. Donc c'est incroyable cette longévité. On a l'impression que le temps passe et que le champion reste. Enfin d'ailleurs, le champion reste. Et hier, il a montré un visage humain puisqu'il avait mal au tenseur du facialatas, qui est un peu une blessure que les débutants connaissent bien quand TFL, on augmente trop vite son volume. Bon, lui, c'est sans doute pour d'autres raisons. L'essuie-glace. Comme quoi, on se dit, tiens, finalement, il reste humain parfois. C'est vrai que, bon, Jim, je vais parler un peu de l'avant-course parce que on était sur place et c'est aussi ce qui est intéressant parce qu'on perçoit des choses qui ne sont pas forcément visibles des uns et des autres, même si ce n'est que notre perception. Moi, j'ai remarqué que Jim était quand même extrêmement détendu, voire même malicieux. C'est vrai qu'il avait ce côté, ça devait lui plaire d'être un petit peu poil à gratter, d'être l'élément un peu au-dessus. C'est vrai qu'il était extrêmement détendu. Alors, c'est aussi un Américain. On sait que les Américains, ils maîtrisent un peu ces codes de conférences de presse et qui sont plus à l'aise à l'oral. On avait un Kylian Jornet, alors qui semblait fatigué, mais j'ai envie de dire, c'est pas surprenant. Kylian, il fait toujours un petit peu fatigué, quoi. C'est pas, là, je pense que quand même la naissance de son enfant, mais c'était dur à dire parce que Kylian, j'ai jamais vu non plus rayonnant de fraîcheur. C'est toujours un athlète qui tire beaucoup sur la corde et puis ça lui va bien parce que c'est comme ça aussi qu'il est performant. Et Vincent, c'est vrai que Vincent Bouillard, il semblait beaucoup plus subir cette pression. Il semblait très stressé, beaucoup plus renfermé sur lui-même. Est-ce que Benjamin, toi, est-ce que tu penses que quand même c'est lui aujourd'hui qui était un peu victime de tout ça? En tout cas, c'est lui qui a été le plus victime de tout ça. C'est lui qui a été potentiellement victime parce que c'était nouveau. Je pense que c'est surtout ça. C'était tout nouveau pour lui, donc il a forcément eu peut-être plus de questionnements, plus de doutes. Mais on l'a vu avant le départ, on l'a revu ce matin, Vincent, et il paraissait quand même. Vincent, il paraît quand même en maîtrise quand on discutait avec lui, donc il paraissait en maîtrise. Mais c'est vrai qu'on pouvait sentir par rapport à Jim, Kylian, qui sont là depuis des années, que c'était quand même un enjeu différent. Et pour la petite histoire aussi, on a vu Jim à la sortie d'un ravitaillement s'étirer, attendre gentiment Kylian et Vincent en début de course. Donc ça aussi, ça rajoute un petit peu de folklore à tout ça et ça montre toute l'étendue du personnage et de ce que tu dis là sur le petit choix américain. Après, c'est vrai qu'un athlète, ça doit aussi savoir gérer la pression. Ça fait partie aussi un petit peu du job. Et c'est comme ça aussi que, c'est aussi un critère qui fait aussi, j'imagine, la différence. C'est être présent dans les grands championnats, savoir tirer les pénaltys. C'est ce qu'on dit souvent avec les grands champions. Tu as les athlètes qui savent le faire et ceux qui ne savent pas le faire. Et au niveau de la performance, quand même, il n'a pas craqué. Il a fini. On peut dire que sur cette gestion du stress, pour l'instant, il a montré qu'il savait, quoi. Les trois ont montré qu'ils étaient largement au niveau de pouvoir s'exprimer et il n'y a aucun doute là-dessus que les trois ont fait une grosse course hier. On peut se dire que Jim était nettement au-dessus de la mêlée, oui, mais les performances de Kylian et de Vincent sont déjà stratosphériques, donc on peut se dire que les trois ont largement réussi leur objectif. Alors pour rester un peu avant la course, il y a eu pas mal de suspense aussi, notamment autour de la participation de notre cher Kylian Jornet. Pendant des semaines, on ne savait pas s'il allait venir. Est-ce qu'il allait rester auprès de sa famille? Est-ce qu'il allait courir ou pas? On sait que Kylian a aussi la réputation d'aimer mettre le doute dans la tête de ses adversaires. Et d'ailleurs, on a vu aussi le test Covid en 2022, légèrement positif à l'UTMB, où il avait posté je crois la veille ou 2 jours avant, qui disait qu'il ne savait pas s'il allait prendre le départ de l'UTMB. Est-ce que vous pensez qu'il joue aussi volontairement avec ça, ou c'est juste des coïncidences? Hugo, ton avis, toi qui connais bien un peu l'historique du bonhomme? Je pense qu'il fait absolument tout pour éviter un maximum tout ce qui est interview et interaction avec le public, parce que déjà il le vit depuis plus de 15 ans, donc ça doit être lourd à porter à la longue. Et puis c'est quelqu'un qui aime bien faire des blagues, c'est quand même un bon vivant. Et j'ai une petite anecdote, tiens, Guillaume, qui va te faire plaisir. Sur un marathon du Mont Blanc, je discutais sur la route dans Chamonix avec Thibaut Barognan, et on était un peu au milieu de la route, on faisait n'importe quoi, et là un camion pile s'arrête, klaxonne en criant à la fenêtre. Et en fait, c'était Kylian qui nous faisait une blague comme quoi on gênait le parcours. Quoi, il avait à peine il avait reconnu Thibaut Barognan, il était déjà en train de lui faire une blague, quoi. Tu penses que c'est plus par rapport au grand public, à la presse et aux sollicitations que c'est adressé à cet adversaire? C'est ça ta théorie, toi? Ah oui, parce que des fois quand je suis speaker, je me rappelle d'un événement où il y avait François Den, et c'est vrai que tous les gens venaient vers lui pour lui demander des photos, et je pouvais même pas échanger avec lui alors que j'étais le speaker de l'événement. Donc j'imagine que ce qu'il doit vivre, en fait on se rend pas trop compte parce qu'on n'est pas à sa place, mais ça peut être pesant à la longue.
Donc si on peut s'en décharger un peu, c'est pas plus mal. Benjamin, c'est vrai que ce genre d'incertitude, quand même, toi qui est au contact des athlètes, qui connais bien aussi la psychologie de athlètes de haut niveau, ce genre d'incertitude, quand même, est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera pas là, est-ce qu'on ne lise pas un peu d'influx nerveux, est-ce que sa stratégie de course, ça va bien chambouler, parce qu'il y a quand même un impact d'un point de vue sportif, ça peut pas seulement, moi j'ai du mal à croire quand même que c'est seulement pour éviter quelques interviews. Alors je pense que quand on est Kylian et la team normale en interne, je pense qu'ils savent très bien que Kylian court ou ne court pas. Donc ça, alors eux m'ont juré main sur le cœur qu'ils ne savaient pas et que voilà. Il y a peut-être un peu d'intox là-dedans, Guillaume, je pense. Ah d'accord. Mais pour les adversaires, en tout cas, je pense que, et tu vois, nous on a eu Luc qui préparait sa course, qui avait de l'ambition sur cette course et bon, malheureusement ça s'est pas hyper bien passé pour lui hier, mais en tout cas pour Luc c'était un adversaire parmi tant d'autres, donc il était là. C'était un adversaire de plus, il n'était pas là, c'était un adversaire de moins et potentiellement plus d'opportunités pour aller chercher le golden ticket. Donc ouais, ça fait partie du donc jeu. toi, tu crois pas trop, enfin, tu penses qu'il y a quand même une dimension stratégique. Je pense que si le nouveau bébé de Kylian était né cette semaine ou vraiment dans les jours qui ont précédé, il aurait pu communiquer, ouais. Mais à partir du moment où il est né la semaine dernière, que ça s'est bien passé, que Émilie va bien, voilà, je pense quand même qu'il savait très bien qu'il allait être plus ou moins là. Oui, puis il aurait pu l'annoncer un peu avant. En tout cas, il a un petit peu cultivé quand même ce mystère. Et puis c'est bien parce que ça fait parler. Je pense que pour son équipementier, c'est aussi une stratégie peut-être marketing ou en tout cas, ils savent surfer un peu sur la vague. On verra tout à l'heure si justement c'était un Kylian à 100% de ses moyens. C'était du grand Kylian qu'on a eu ou quand même un peu fatigué, un peu affaibli. On va en discuter tout à l'heure. Du coup, je vous propose qu'on redéroule un petit peu ce plan de course parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Le départ a été donné à 4h du matin. D'ailleurs, c'était particulier. Toi, est-ce que ça te dérange justement ces petits départs à 4h du matin ? Parce que nous, des fois, les coureurs amateurs aussi, on peut être confrontés à ça. Est-ce que tu as des petits conseils par rapport à ça Alors, moi, 4h du matin, c'est royal parce que je me réveille toujours la nuit entre 2 et 3h pour aller aux toilettes. Ouais. Donc là, c'est parfait. J'ai presque même pas eu besoin de mettre de réveil. C'est idéal. On dort pas, on mange, on mange pas. Tu sais, c'est pas évident de... J'ai dormi comme un bébé, tu vois, couché 21h30, endormi 22h, hop, réveil 2h45. Et c'était réglé. Parce que, bon, voilà, un départ à 4h du matin. Alors, moi, fait surprenant, et ça, je m'y attendais pas, c'est que Kylian, bah voilà, c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il arrive un peu en last minute, mais non, il était là sur la ligne de départ 20 minutes, voire même une demi-heure avant. Dès son arrivée, d'ailleurs, comme tu disais, il a été sollicité par d'autres coureurs qui voulaient des selfies. Alors, c'était un peu surréaliste, parce que, vu le contexte, puis en plus, des coureurs, normalement, ils savent qu'il faut rester dans sa bulle, et c'est vrai que j'étais surpris, je pense que voilà, c'est pas forcément le bon moment de demander des photos juste avant une course avec autant d'enjeux, mais bon, voilà, il les a acceptés tous et il a été sur ça, il a vraiment joué le jeu. Et Jim et Vincent, eux, sont arrivés ensemble, un peu main dans la main, on sentait la complicité, en plus ils étaient quasiment habillés pareil, on aurait dit deux frères, tu vois, voilà, c'était assez, ça sautait aux yeux. Et moi, à ce moment-là, quand j'étais dans le sas de départ, quoi, et quand j'ai vu Vincent et Jim arriver, à ce moment-là, en plus, je parlais avec Kylian, et d'un seul coup, j'ai vu le regard de Kylian. Et ce que j'ai senti, mais ça je sais pas, j'étais pas dans sa tête, mais ce que j'ai senti, c'est qu'il s'est dit, oulala, ils sont arrivés vraiment ensemble en parlant, très complices, en exagérant presque la scène. Et j'ai eu l'impression qu'il s'est dit, oulala, les deux là, ils vont me mener la vie dure. Et je n'ai pas, voilà, j'ai finalement un adversaire, ça va être les deux. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Est-ce que vous pensez que voilà, c'était une hypothèse qu'il a envisagée avant le départ ? Est-ce que c'est possible justement que deux coureurs qui sont dans la même team, qui s'entraînent ensemble, qui font les repérages ensemble, peuvent aussi avoir une stratégie commune ? Ou en fait, c'est un délire de journaliste et voilà, c'est chacun sa course vu l'enjeu et c'est pas possible des stratégies comme ça. T'en penses quoi, toi, Hugo ? T'auras jamais l'aérodynamisme du cyclisme, mais par contre, là où je vois peut-être éventuellement un avantage, c'est qu'à un moment donné, il peut y en avoir un qui met une grosse accélération, comme par exemple Jim, et puis derrière, Vincent se met derrière Kylian, mais physiquement, et il le laisse tout seul avec comme champ de vision Jim qui s'en va. Et ça peut être une petite attaque mentale plus que physique. Ils peuvent faire le train aussi, ils peuvent prendre des relais et mettre le train à fond pour essayer de mettre Kylian. On sait qu'il est quand même un peu moins rapide qu'un Vincent ou un Jim, même s'il est très rapide, c'est pas ce que je dis, mais qui peuvent jouer aussi un peu sur le train. Vincent, il a fait les crosses, on sait qu'ils ont travaillé beaucoup la vitesse. Jim, il a de toute façon des capacités de vitesse extrêmes. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi fait le train, pris un peu de relais pour essayer un peu, voilà. Ouais, mais moi, je trouve que quand quelqu'un fait le train et que tu es derrière, ça te pousse. C'est comme une séance de groupe à l'athlétisme. Ah, mais tu choisis l'allure sur laquelle tu veux l'embarquer. Ah, c'est vrai.
Tu vois, il y a ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Benjamin ? Moi, j'en pense. Je suis peut-être un peu moins. Je vais être un peu plus catégorique, peut-être. Je pense quand même que Kylian, ça fait des années qu'il est là. Je suis pas convaincu qu'il ait vraiment la pression à voir Vincent et Jim sur une ligne de départ. Alors oui, en fait, je pense que c'est plutôt tiens, c'est cool, ça va être 2 beaux adversaires. Et puis on l'a vu jusqu'à ce que Jim il décide de se dire tiens, ça va un peu trop doucement, comme Kylian l'a mis sur ses réseaux. Voilà, quand Jim a décidé d'accélérer, je pense qu'il était content qu'il y ait une vraie adversité. Et voilà, Kylian, il a vécu tellement de choses dans sa vie, j'imagine qu'aller faire 82 sommets de plus de 4000 mètres quand tu te retrouves à Chianti, même avec Jim et Vincent, bon, je pense que les enjeux ils sont quand même pas si énormes. Oui, ou une ascension de l'Everest de nuit sans oxygène, c'est sûr que par exemple. C'est un petit peu plus dangereux. Bon, il a dit que c'était parti doucement. Il a de l'humour, il a une certaine forme d'humour. Alors moi, je vais vous donner quelques datas sur les premières dizaines de kilomètres. Donc c'est bien le trio qu'on attendait, qui a mené la danse. On avait un Kylian, Jim et Vincent qui sont restés quand même groupés. Alors un départ un tout petit peu doucement. C'est vrai qu'ils sont partis légèrement en retrait. En même temps, sur un départ à 4h du matin, je pense qu'on veut aussi faire tourner les jambes et on va pas partir comme sur un 10 km. Ça semble assez logique. Mais quelques chiffres quand même qui donnent un peu le tournis pour vous donner une idée du rythme. Au 24e kilomètre, ils sont passés en 1h44 après avoir avalé presque 1000 mètres de D+. Ça fait une moyenne de 13,7 km/h, 4,22 du kilomètre. Est-ce que c'était l'allure à la cool que voilà, c'était. Et là, ils étaient encore tous les 3 quand ils sont arrivés. Voilà, donc c'est quand même la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont quand même pas voulu lui casser un peu les pattes ? Ils savaient aussi qu'il a eu le bébé, on savait que c'était un Kylian un petit peu fatigué, un peu une stratégie d'usure, tu vois, façon cyclisme, tu vois, c'est ça, l'idée, c'était pas forcément de le faire craquer tout de suite, mais c'était de le fatiguer. Ça, vous y croyez pas ? Ça, je peux y croire. Est-ce que c'est la stratégie commune de Vincent et Jim, ou est-ce que c'est la stratégie que de l'un ou que de l'autre ? Ça je peux pas le dire. Je suis pas à l'intérieur du team, mais j'y crois pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le rythme, il était stratosphérique. On a suivi un peu le marathon ce matin et on a fait une bosse d'une quinzaine de minutes avec Nicolas Martin et on a regardé les petits segments sur Strava et il s'avère que uniquement Francesco Pupi et Omi, les deux qui ont fait 1 et 4 aujourd'hui sur le marathon, sont montés plus vite que Vincent, Kylian et Jim. Donc ce qui veut dire que tous les gens du 70, tous les autres gens du marathon sont montés moins vite. Donc le niveau était énorme et la vitesse était énorme sur un 120 km. C'est incroyable. C'était impressionnant. Ouais. Mon frère qui était dans un espèce de deuxième groupe autour de la 10e place pour pas partir trop vite, quand il est arrivé au deuxième ravitaillement, donc le kilomètre 24 que tu cites, il l'a pas demandé, mais c'est sa copine qui lui donne les écarts parce qu'elle l'encourageait à côté. C'est un ravitaillement qui était interdit à l'assistance. Et elle lui dit la tête est à 10 minutes. Et il l'a regardé, il n'a pas compris. Ouais, on est que sur 24 km. On n'était même pas à 2 heures d'effort, il avait déjà 10 minutes de retard. Et on parle du top 10, on parle pas non plus. Alors, ok, il était parti plus ou moins en contrôle, mais il savait qu'il était quand même dans une allure relativement soutenue. Entendre qu'au bout d'1h45 on est déjà à 10 minutes, ça l'a perturbé quand même. Mais c'était intéressant parce que moi justement je me demandais comment est-ce que Kylian va s'adapter à ça, quelle stratégie il va avoir, est-ce qu'on va le voir un peu souffrir, est-ce qu'on va le voir un petit peu humain. On savait, voilà, Jim il a fait un 50 km qu'il a pris le soin de placer avant avec une performance stratosphérique. On a vu Vincent sur les crosses sur lesquels aussi on a bien vu qu'il savait courir dans la boue, un parcours en plus qui a dû l'avantager parce que c'était très boueux et technique. Kylian finalement c'est pas grand chose de sa prépa, de son état de forme, de comment est-ce qu'il se sentait, mais c'était intéressant de se dire comment il va s'adapter. Après, Kylian, je trouve que c'est certainement l'un des athlètes les plus stratégiques, qui s'adapte le mieux à la stratégie des autres. Et Kylian, l'impression que j'ai, c'est que la moindre erreur, il te la fait payer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait parfaitement exploiter la moindre faiblesse de ses adversaires. On en reparlera tout à l'heure avec le duel qu'on a eu avec Vincent et Kylian, où finalement il a réussi à faire en sorte que Vincent soit victime de ses propres attaques. Et il a cette petite capacité, cette intelligence de te faire payer chaque chose que tu vas lui faire. Je ne sais pas si t'es... Mais c'est un fin... Je conseille pas aux gens de vouloir la faire à l'envers à Kylian parce c'est lui à la fin qui va vous avoir. Je pense que quand tu as 20 ans d'expérience ou quasiment 20 ans d'expérience, c'est sûr, c'est évident ce que tu dis, j'y crois à 200%. Kylian c'est un roublard, il sait exactement comment ça marche les courses. Donc oui, Vincent il a peut-être un peu payé le prix fort sur la fin. Mais en tout cas Kylian, pour la petite anecdote, je l'ai vu vraiment tout en maîtrise effectivement. Je pense qu'hier il n'était pas dans un grand jour. Il avait mal au TFL comme on en a parlé tout à l'heure. Moi je l'ai vu au
75e avec son assistance à Gaiolé, à une des grosses assistances hier. Et il parlait en espagnol à son assistante en lui disant « Ok, ça va pas de ouf, j'ai pas une grande journée, mais je vais aller au bout, je vais aller chercher le ticket, c'est loin derrière de toute manière. » Donc en fait, il maîtrisait déjà tous les paramètres. Ouais, il était hyper dans la maîtrise. Et en fait, la lucidité du bonhomme, c'est assez impressionnant à voir. Alors, au 40e kilomètre, on a Jim, à peu près un peu avant le 40e kilomètre, hein, on a Jim qui place une attaque. Alors, c'était pas une attaque brutale, c'était assez millimétré, c'était plutôt bien fait. Il crée un petit écart d'abord de 3 minutes, puis 15 minutes d'avance, puis 30 minutes d'avance. Finalement, il a jamais vraiment été inquiété par ce parcours toscan et voilà, il a quand même été dans la maîtrise et jamais vraiment il y a eu un moment de doute, je pense. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, Jim, pendant longtemps, c'était un coureur un peu tout feu, tout flamme, parfois jugé très offensif, très mauvais stratège, mais là, j'ai l'impression quand même qu'il a fait preuve d'une vraie intelligence du course, d'un sens assez tactique qu'on lui prêtait pas forcément jusque-là. Est-ce qu'on a un nouveau Jim ? C'est quoi ton avis par rapport à ça ? Ouais, même au niveau de l'équipement, on l'a vu partir. Alors Kylian avait la veste dès le début, Jim il l'a mis juste après le départ. On a vu aussi qu'au niveau de la bagagerie, au niveau des sacs, je crois que sous l'impulsion de Vincent Bouillard, ils ont retravaillé ça. On avait quelque chose de très très bien ajusté, alors qu'on a eu l'habitude de voir Jim à l'UTMB presque découvrir son sac. Parfois, c'était assez troublant sur les images du live. Et on l'a vu aussi après se changer, repasser en t-shirt quand les températures elles sont remontées un petit peu. C'est vrai que c'était, c'est bête à dire, mais la base était faite, alors que parfois il était un peu tout feu tout flamme. Et cette allure, mais c'est incroyable. J'ai revu des images du live, donc des endroits où moi je suis passé, je le vois passer sur les images, je comprends même pas comment c'est possible. Et pourtant, j'étais 15e, j'étais pas 150e, donc c'est cet écart, je réalise pas encore. Quand je vois le duel Kylian, Jim Wamsley, Vincent Bouillard, enfin c'est pas un duel, mais je me disais, voilà, ils sont tous très forts, il y aura peut-être 10 minutes d'écart entre l'arrivée après une belle bataille. Là, à un moment donné, il avait 40 minutes d'avance. Il a survolé ce qu'il a survolé, tu dirais. C'est incroyable son chrono. Moi, je sais même pas comment ils vont faire pour l'évaluer. Je comprends pas avec le terrain qui était bousillé. Parce que Jim aussi rentre dans le peloton du 73 km. Donc, il a vécu un chemin qui a été brassé par plus de 200 personnes. Il a dû éviter les gens. C'était dur. Quel index il va avoir UTMB ? Ça va être dur où il trace sur cette course-là. Comment ils vont l'évaluer ? Ça va être intéressant de savoir. Ça m'embête parce que comme on finit tous très loin de Jim, donc moi je ferme le top 10, je prends 2h40. S'ils lui mettent pas 980, je suis cuit quoi. Après, voilà, on sait que de toute façon, nous on l'avait déjà annoncé sur les réseaux. Moi, j'avais fait un petit peu mon pronostic, mais je l'avais dit, je pense que Jim Wamsley est impossible à battre s'il est en forme sur un format 100-120 km. Est-ce qu'il est vraiment imprenable ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas la peine d'y penser de pouvoir l'attaquer sur son terrain en fait. À part sur un gros chantier très technique, très raide, très montagneux, je pense que tant que ça restera des courses comme ça, Jim c'est le meilleur du monde, c'est sûr. Alors tu as le même avis toi par rapport à Kylian, ce que disait Benjamin ? On a eu un Kylian Jornet plutôt dans la maîtrise, dans la gestion, qui n'a pas vraiment cherché à faire sensation, mais qui a sécurisé son ticket pour la Golden, ou quand même tu penses qu'il était à bloc ? Moi, j'ai brièvement regardé un petit peu ce qu'il faisait sur Strava, enfin ce qu'il veut bien publier. J'ai vu passer des entraînements qui étaient quand même extrêmes par rapport à ce que mettait Vincent Bouillard. Enfin, je regardais ce que faisait Thibaut Garivier parce que Vincent il met rien. Et je me disais, Vincent, les entraînements qu'il fait, à la limite, je pourrais presque venir avec lui. Par contre, quand Kylian publiait, c'était incroyable. Donc pour moi, surtout quand au début j'ai vu que finalement le truc était plus technique que prévu, etc. Je me suis dit, tiens, avantage Kylian. Et quant au ravitaillement, je demande un peu ce qui se passe en tête de course et qu'on me dit que Jim écrase tout le monde, j'étais troublé. Hein. Mais tu penses qu'il était à bloc ? Tu penses qu'il était au top de sa forme ? C'était du grand Kylian ? Ah ouais, au top de sa forme, ça, il faudrait lui demander à lui, mais vu ses entraînements, ça devait Il a pris la tête quand même au début. Ça devait être pas si mal. Après, c'est toujours dur à dire, parce que comme il faut que tu dures à peu près 10 heures, le curseur, si tu le mets un peu trop haut, tu risques de casser la machine et si tu relances pas assez, l'autre il te corrige, donc c'est pas évident ces efforts. J'ai trouvé aussi Vincent, en revanche, lui très offensif. Clairement, j'ai eu l'impression que son objectif de course, c'était pas le podium. Lui, ce qu'il visait, c'était quand même la première place. J'imagine, j'ai l'impression que j'ai eu qu'il avait quand même l'idée de battre Jim et Kylian. D'ailleurs, son dernier duel avec Kylian le prouve. Il a fait aucun cadeau. Il a vraiment, je pense que
Kylian était plus dans une logique de temporiser et je pense pas qu'il la voulait cette bataille, Kylian. Voilà, alors je dis pas qu'il voulait arriver main dans la main parce que je pense pas que ce soit le bonhomme, mais je pense pas qu'il se serait peut-être passé un peu de ses attaques très voilà, mais Vincent a vu Kylian en difficulté notamment dans les descentes et à chaque fois il en poussait une quoi et sur la fin il a vraiment essayé de le faire craquer et puis même dans le visage, dans l'impression que j'ai eue, il voulait vraiment le remporter. Est-ce que vraiment vous pensez que Vincent il avait les capacités de battre un Jim et un Kylian sur ce format-là? Jim non, ça c'est sûr, l'écart le prouve, mais Kylian ça s'est joué à rien, 30 secondes sur 10 heures de course, c'est vraiment rien. Après, comme on en a un petit peu parlé, je pense que ça s'est joué surtout à l'expérience, ça c'est clair et net, et puis voilà, et puis après on connaît les qualités des deux et on sait surtout, et merci aux deux de s'être battus jusqu'au bout. L'image aurait été quand même moins belle de mon point de vue qu'ils arrivent main dans la main. Main dans la main, ouais, parce que c'est vrai que ça fait débat, il y en a qui... Bon, ça, voilà, c'est des images qui peuvent plaire aussi au grand public. Voilà, on sait en plus que la rivalité, la compétition sur Ultra, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, mais des fois c'est un peu mal vu, c'est peut-être même un gros mot. Toi, c'est quoi est-ce que si on a pris la peine d'acheter un dossard et de venir sur un événement, c'est pour se battre, mais vraiment entre guillemets, hein, rien à voir avec une bataille ou quoi que ce soit. C'est pour s'amuser jusqu'au bout, en essayant justement, comme on a vu l'attaque à la fin de Kylian. C'est ce qu'on aime, sinon on regarde pas de la compétition. Après, ça n'empêche pas que, bien sûr, une fois qu'on a passé la ligne, on se serre la main, on se félicite, il y a du respect entre tout le monde. Mais ce qu'il y a eu d'ailleurs, hein. Tant que le chrono est pas arrêté, c'est le jeu, c'est. Non, oui, c'est pas du premier. Après, il peut y avoir un petit peu d'entraide, par exemple. Tu vois, moi, des fois, quand je double un coureur et je vois qu'il a un peu de la peine, je lui demande, est-ce que s'il a pas besoin d'une petite barre, je peux lui donner parce qu'il est dans la galère. Des petites entraides comme ça, mais par contre si tout va bien, c'est la petite attaque, c'est le jeu. Après on peut supposer que Kylian voulant son ticket et Vincent aussi et n'étant pas premier, ils auraient pu se dire on va temporiser un peu, on va sécuriser nos places. C'est peut-être une stratégie qu'a eu. C'est d'ailleurs c'est des choses qu'on entend en ce moment à Chianti que Kylian aurait voulu aussi un peu temporiser mais que c'était Vincent, on ne l'entendait pas de cette lui il était quand même là pour la compétition quoi. Mais j'ai trouvé ça très audacieux de sa part parce que il vient ici uniquement pour le Golden Ticket parce que Vincent a pris le soin de se qualifier pour l'UTMB 2025 lors du 20 km de Nice. Donc il vient vraiment ici que pour le Golden Ticket. Face à lui, il y a quand même Luke Grenfell, il y a quand même Andreas Reiter. Il y a du lourd derrière. Au départ, on ne sait pas trop s'ils sont vraiment au top, et puis que lui est un peu en dessous finalement. Et le voir comme ça, mener un peu dès le début, en tout cas être vraiment au contact dans la relance, tu te dis il en a quoi. Alors d'autres Français ont brillé quand même sur les terres italiennes. À noter d'ailleurs l'excellente performance de Aubin Ferrari, ton frère, qui termine en 10h27, premier des on va dire des non extraterrestres si on peut le classer comme ça. Lambert aussi Santelli qui fait 11h aussi 16 derrière. Quand même grosse performance, notamment ton frère. J'imagine que vous avez pu en parler. On l'attendait pas forcément. On savait que c'est un athlète qui avait quand même de grosses capacités, mais on l'attendait pas à ce niveau de performance. Est-ce que lui il est surpris de sa performance? J'imagine que tu as discuté, vous en avez parlé. Mais Aubin, moi je connais, c'est mon frère donc depuis très longtemps. Il n'est pas si loin du podium. Hein. Et en fait, il a eu une période un peu délicate 2019, 2020, 2021. Et à partir de mai 2022, il a mis en route. Et là, il a commencé à faire des très très bonnes courses. Il a juste abandonné l'UTMB en 2023, mais derrière, ça a été très propre avec un top 5 à Chianti l'an dernier, un top 10 au Lavaredo, un top 15 à l'UTMB. Donc il est arrivé dans une espèce de routine avec son travail. Il travaille sur les chemins de fer en Suisse. Il est arrivé dans il y a la sécurité de l'emploi, il y a le format familial, couple, etc. Le logement, tout est carré maintenant chez lui, donc il déroule la partition. Cet hiver, on réalise la même préparation, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier, on a passé les 1000 km d'entraînement le même jour. Sauf que lui, il allait un peu plus vite sur chaque entraînement, donc on voyait qu'il avait une forme plus élevée que la mienne. Donc je m'attendais à ce que lui joue un petit peu devant. Et quand les parents qui étaient venus me disaient il se rapproche et tout, puis quand ils m'ont annoncé qu'il était 4 et 5 avec Lambert, moi derrière j'étais super content pour lui. Il n'est pas tout à fait surpris parce que quand on listait les favoris, on sait bien qu'il y en a qui vont abandonner, hein. Malheureusement c'est toujours le jeu sur les ultras, c'est dur. Donc il se disait que dans un bon jour, le top 5 on pouvait aller le chatouiller. Et là, toutes les planètes ont été alignées. Lui il n'a eu aucun problème, que ce soit en alimentation, en hydratation, pas de chute, pas de rien du tout. Et la forme était bonne. Il a regretté un tout
petit peu, je lui avais dit, mais il a pas voulu prendre les bâtons. Il y a pensé à la fin, il s'est dit, ah quand même, avec les bâtons, ce serait un peu mieux. Mais sinon, il est Non, j'ai vraiment pas très vu content. Jim ni Vincent et Kylian avec les bâtons. Oh, je dois être le premier avec les bâtons. Ouais. Ouais, ils sont pas embêtés. Non, mais c'est vrai, il arrive, je crois, une demi-heure après Vincent. Faut quand même remettre dans le contexte. C'est qu'on a une bataille, Vincent, Kylian, et forcément, ça joue vachement sur le train. Ça veut dire que lui, il était peut-être un petit peu esselé. Donc, c'est franchement, et forcément, voilà, quand vous avez une bataille qui se joue, ça accélère. Quand t'es pas dans la bataille, c'est dur. Il a quand même réussi à maintenir finalement peu d'écart. Franchement, performance assez exceptionnelle. Amber Santelli aussi, voilà, 11h16, aussi un athlète assez surprenant. Toi, Benjamin, avec ton œil, est-ce que tu as une performance comme ça que tu as notée qui t'impressionne au-delà de nos trois mousquetaires? Non, mais je pense que tu as cité les deux noms qui ont fait des courses très intelligentes. C'est parti un petit peu derrière, ça a pas pris le feu au début et justement ça a pu faire une course de remontée assez intelligente. Donc non, très belle course et félicitations et à Aubin et à Lambert. C'est eux qui ont su tirer leur épingle du jeu sur une course intelligente et sur une belle gestion. Messieurs, je vous propose maintenant qu'on passe à un petit jeu, un petit quiz, voilà, pour détendre l'atmosphère. Avant de passer à la troisième partie, on va parler un peu de la saison. Vous allez nous donner vos pronostics sur l'UTMB, sur la Hard Rock, sur la Western States, parce qu'il y aura des choses à dire. Mais avant ça, je vous propose qu'on fasse un petit jeu. Alors, on l'a vu, on a un Kylian, un Jim et un Vincent qui ont des profils assez différents et des qualités aussi assez différentes les unes des autres. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ce petit jeu. L'idée, c'est que je vais vous demander des résultats, un podium sur des formats de courses différents. L'idée, c'est que voilà, vous me donnez votre top 3 sur des formats de courses différents, par exemple sur un 10 km, voilà, vous me donnez le podium et qui vous mettez devant, qui vous mettez deuxième et qui vous mettez troisième. Est-ce que ça, vous comprenez les règles? Est-ce que j'ai bien expliqué? C'est très clair. C'est très clair pour vous deux? Ok. Alors le premier, sur un 10 km route, votre podium entre nos trois lascars. Qui arrivera en tête? Ouais, je dirais Jim. Ouais, pareil, Jim, Vincent, Kylian, je pense. Kylian, de mémoire, il tourne en 30 et quelques. Ouais. Mais je Avant pense la que Vincent, Il a fait moins de 29 sur un 10 km en Norvège avec beaucoup de D+. Je pense quand même qu'il est plus autour des... Ah, ok. En forme, je pense qu'il peut faire un 29-10. Peut-être pas un 29-10, 29-20. Bon, peut-être pas maintenant, mais... À voir. Je garde quand même mon point de vue. Vincent, il a quand même fait une grosse saison de cross. Donc il a quand même une une vraie base de vitesse. Toi, tu penses que Jim, parce que moi, Jim est très rapide, mais aussi très endurant. Sur la vitesse pure, est-ce que quand même la jeunesse un peu de Vincent, qui est quand même plus proche de l'athlète, ça fait... Alors, j'ai plus le chrono de Jim en tête sur marathon, mais je crois que c'est lunaire aussi. Donc Ouais. c'est pour ça, je Ouais, pense qu'il y a c'est quand même une vraie base de vitesse Ok. de Jim. Ok. Sur la diagonale des fous, votre classement Là, sans hésiter, je mets Kylian. La même. et deuxième, parce que c'est aussi intéressant de voir en 2-3. C'est dur parce que Jim, il peut faire tellement d'erreurs à la diag que pour moi, ce serait un joker. Et Vincent, il n'est pas encore hyper formé au dénivelé. C'est ce qu'il Il y a disait la l'an chaleur dernier sur la aussi, Maxi Race. on sait pas Puis après, comment- on a la chaleur. Ouais, Je sais pas comment il réagirait à ça. Hein. C'est pour ça que j'allais dire Jim ne franchit pas la ligne. je suis d'accord avec toi. Et puis Vincent, c'est pas trop. Donc alors, Kylian, Vincent et Jim. Oui, largement. Ok. Sierzinal. Là, c'est dur, hein, parce qu'on a vu l'année dernière... Sierzinal, c'est quand même un bel exemple. Quand moi je disais, ouais, il est imbattable sur 100 km, Jim, on me disait Sierzinal, Kylian Jornet, hein, Guillaume. Hein. Alors Ah. Vincent moins bien, je pense, Mm. sur un Zinal. Et après entre Jim et Kylian, ce serait intéressant de voir un Jim qui prépare vraiment Zinal, de voir ce que ça donne, Jim sur Zinal. Après on sait quand même que Kylian il a gagné maintes et maintes fois. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais Kylian c'est sa course un peu C'est référente. 9 fois. Je crois, quelque chose comme ça. Et Jim avait fait 3ème, mais Kylian avait gagné. Donc Donc vous mettez Kylian en 1, Ouais, Kylian. Kylian et en 2, Jim et Vincent. Ouais, et Vincent. Jim, ouais. Ok. Sur une finale des championnats de France de cross-country. Ah. Ce serait marrant de voir Kylian sur un cross. hein. Ça serait marrant de voir Kylian sur un cross. Je le vois mal avec le pointe, mais ça serait Est-ce marrant de le voir. que Vincent, quand même, qui fait encore les crosses, qui a quand même, est-ce qu'il serait pas favorisé quand même, qui connaît bien aussi, non? Vous le voyez pas devant? Après c'est toujours pareil, l'école des crosses aux US, c'est quand même assez. Un cross européen, assez j'ai bien dit important. France, ouais. Ouais, non, mais Parce oui, que les mais- crosses, ils courent là, hein, aux crosses Bien sûr, des mais par Américains. rapport à Ils courent en septembre. À l'école du cross, de ce que potentiellement Jim a pu connaître quand il était jeune, etc. S'il y a des restes, c'est que ça peut quand même faire mal. Mais en tout cas, on a vu Vincent briller cet hiver, donc allez, pourquoi pas Vincent. Vincent, devant Jim, ce coup-ci. Kylian. Et toi? Ah, je mettrais Kylian devant parce que Kylian quand même. Ah ouais, Kylian quand même. je le vois joueur sur les crosses, il faut être malin, Stratège. Ouais, tactique. c'est vrai. Ça se tient. C'est sa personnalité, je trouve. Sur un KV vertical.
Kylian. Je mettrais Kylian aussi. Ouais. Ouais. Ah, Kylian. Parce que là, on a vu en montée, il était quand même. Ah, il était diminué en descente, mais en montée, ça envoyait. Ah, il était Vincent, fort, ouais. il a un peu du mal. Kylian, Et en deux Jim, parce que Jim il a déjà montré quand même des belles choses sur KV et aussi sur montée verticale en skimo. Mhm. Donc je Ah pense oui, qu'il y a, ah oui. Ah bah là, je pense j'ai qu'il y a de belles choses une à faire. anecdote excellente. Il était arrivé en retard sur une course à Courchevel. Ils font des montées en ski tout le temps. Et il a quand même remonté tout le monde pour finir 10e, alors qu'il savait pas faire de ski. Mais il courait avec les skis, comme c'était qu'une montée, ça passe. Et il a fini 10e, alors qu'il y avait les meilleurs Français, quoi. Sur un marathon. Là, je mettrais Jim. Ouais, Jim direct. ouais. Ouais, pour Jim, Vincent et Kylian. ouais, je pense. Pour sa foulée, son économie de foulée, son aisance de foulée, son dynamisme, son pied, Jim, ouais, clairement. Ouais, c'est beau à voir courir. Tort des géants. Voilà, vous allez me dire Kylian en 1. Très Ouais. clairement. Mais Pour- après, pour c'est la même 2-3, raison c'est que la Diag. intéressant. Jim, 2-3, pour la même c'est raison. intéressant. Jim, Parce que- la même que la Diag. Donc là, c'est intéressant sur. Vous mettez Vincent ou Jim devant hein Ah, je mettrais Vincent, je pense Ouais. qu'il est plus carré dans son approche. Alors ouais, après ça me paraît tellement... Le Tour des Géants, c'est encore un autre level dans le sens où c'est encore, quand tu passes plusieurs nuits dehors, c'est encore un autre niveau. Donc est-ce que Vincent, il est prêt à à passer plusieurs nuits dehors, etc. Peut-être aujourd'hui non, mais à Kylian, ça terme... lui pose aucun problème pendant 2 semaines. Alors, Kylian, sans problème. Mais voilà, Vincent, pour le sérieux, je suis d'accord. Pour la préparation qu'il faut, je pense qu'il n'est pas encore prêt à ça. Allez, la dernière, un UTMB. Ah, là va falloir faire des pronostics, messieurs. Un UTMB, votre C'est classement. dur parce qu'ils ont tous à peu près le même temps pour l'instant. Hein. Et ils ont tous prouvé de belles choses. Et Jim a grandi énormément. Donc les stratégies qui sont un peu bancales, il les a peut-être un peu moins. Vincent, il a prouvé que aller faire moins de 20 heures, c'est très très solide. Et puis Kylian pour l'ensemble de son œuvre. Donc Allez, faut un C'est classement. compliqué. Faut un classement, les gars. Faut un classement. Ouais, je mettrais Jim quand même. Jim. Ouais. Et ensuite, Kylian et Vincent quasiment ensemble, comme au Chianti. comme à Chianti, ouais. comme c'est un vrai. Chianti, Ouais, d'accord. je suis d'accord. On aura peut-être cette affiche, qui sait. Merci beaucoup à tous les deux de vous être prêtés au jeu. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse une petite interlude, puisque j'ai eu la chance, pendant cette semaine en Toscane, de pouvoir rencontrer Elouzine Elazaoui, le coureur marocain de la team Normal, qui a gagné d'ailleurs le circuit cette année Golden Trail World Series. L'occasion, voilà, de parler un petit peu avec lui, de son histoire, de sa préparation, et aussi de la relation qu'il entretient avec Kylian Jornet, et puis son pronostic d'avant-course. Je vous propose qu'on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après cette capsule. À tout de suite. Salut Elouzine, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, dans ta chambre d'hôtel, parce que voilà, c'est un peu la ville, elle est un peu en ébullition. Il y a du monde partout, et donc c'est compliqué d'avoir accès à une salle. Et donc tu m'as dit, Guillaume, on va faire ça dans la chambre d'hôtel avec un peu de thé, ça va être très bien. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Oui, d'abord, merci la tête d'un coureur, vraiment. Oui, je vous remercie pour toutes les choses que vous êtes fait pour notre sport, l'indirect sur Instagram, sur YouTube. Et ça fait plaisir. Ah, c'est adorable. Je oui. suis là. C'est adorable, merci. C'est vrai qu'on on te voit un petit peu sur Instagram. Ça fait plaisir de t'avoir dans la communauté. Alors, Elouzine, moi, je suis très content. On a eu l'occasion de se rencontrer rapidement, mais on ne se connaît pas encore vraiment. Moi, je suis très content parce que, alors, déjà, je suis très attaché au Maroc. Je suis un fan absolu d'Hicham El Guirouj. Donc, moi, forcément, quand je reçois un athlète marocain, je suis extrêmement content. Est-ce que tu connais justement un petit peu Hicham El Guirouj et un peu les... Parce que c'est un pays d'athlétisme plutôt que de trail, le Maroc, et il y a eu des très très grands champions. Oui, bien sûr, quand je suis enfant, j'ai regardé Hicham El Guirouj. Vraiment, je suis fier dans mon pays et j'aime beaucoup cet athlète. Quand je suis petit, je regarde toujours les courses qu'il fait et vraiment il a donné un bon résultat à le Maroc et chapeau pour lui. Alors, tu es originaire d'où du Maroc ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton village et du lien que tu entretiens avec cette terre ? Oui, bien sûr. Moi, je viens d'une communauté nomade berbère dans le désert. Je vis dans le sud du Maroc, à Zagora. Et aujourd'hui, j'ai fait le trail et en même temps, je suis guide au Maroc. Comment est-ce qu'un
un berbère, un guide, arrive à devenir un athlète de haut niveau et à courir à travers le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est Ouais. pas des choses qui arrivent normalement, ça c'est une anomalie. Ouais, d'abord, moi, c'est un nomade. Et les nomades, c'est qu'on vous connaît, les nomades, c'est toujours, ils bougent dans le désert. Alors, nous, toujours, on suivre les animaux, on suivre la place qu'il y a à manger pour les dromadaires. Et je suis quelqu'un qui vit dans le désert. Alors, on a toujours motivé place par place. Qu'est-ce qui a fait? Est-ce qu'il y a eu une rencontre? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que tu as découvert la course à pied? Est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu as couru en compétition? Comment est-ce que tu es arrivé là? Ouais, vraiment, moi, quand je suis petit, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature parce que je nais au désert. Et alors, avant, mon grand plaisir, c'est pour aller chercher de l'eau, chercher les dromadaires. Et, et avant, j'ai dit pourquoi pas, je veux développer mon carrière de sport. Et vraiment, c'est pas facile faire la première compétition en Europe, mais grâce vraiment à les gens avant qui m'ont envoyé des chaussures, des vêtements pour développer mon carrière. Est-ce que tu aimes courir ou est-ce que tu aimes gagner? Qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Vraiment, courir pour moi, c'est la vie. J'aime beaucoup courir. Quand je suis fatigué, je me sens vraiment grand plaisir pour moi. Mais gagner aussi, c'est bien et j'adore aussi. Alors la particularité des Golden Trail Series, c'est qu'il faut aller très vite, il faut être très bon en montée, il faut être très bon en descente, il faut être bon sur les parcours techniques. En fait, il ne faut pas de défaut, il ne faut pas de points faibles quand on fait ce genre de circuit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es entraîné par un coach? Quelle est un peu ton équipe? Comment tu structures tes entraînements? Ouais, alors si on parle aujourd'hui pour la Golden, vraiment pour moi c'est le plus rapide, c'est un course le plus rapide au monde d'aujourd'hui de le trail. J'aime bien cette course, j'aime bien ce format de course de la Golden. Et pour la préparation, oui, j'ai un coach qui m'envoie les programmes. Je ne fais pas vraiment un programme respecté, mais ça dépend. Parfois, il m'a envoyé un planning. Après, il m'a dit, tu fais ça. Mais après, j'ai fait le choix aussi. Parfois, je ne suis pas bien. J'ai fait de repos. Si un jour, j'ai pas le mental, je fais marcher. C'est pas toujours au bloc. Alors demain, tu vas courir le Chianti sur le format, je crois, 19 km. 20 km. Qu'est-ce que tu viens chercher justement sur ces courses-là à Bayou TMB? C'est pas un circuit sur lequel on te voit beaucoup. Qu'est-ce que tu viens chercher là concrètement demain? Ouais, vraiment, je suis là pour partager et pour sans que je suis pour être là pour mon corps adapté qui à bientôt il y a des compétitions. Alors je suis là pour réveiller les jambes et pour être aussi de la tête qui à bientôt vraiment j'ai des compétitions très 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 rapides. Alors pour moi Chianti c'est une course de la préparation et autre aussi de la course à bientôt. Quel est l'objectif du coup demain? C'est quand même de gagner. Oui, bien sûr, on est là pour ça. Ouais. On a ici pour gagner vraiment. Après, on a ici aussi pour partager avec les autres coureurs. Et ça, c'est vraiment de bien. On a avec la famille ici, normal. Kylian, il est là. Ça fait plaisir. Alors, tu es un athlète de la Team Normal, une nouvelle marque espagnole qui a été notamment cofondée par effectivement Kylian Jornet. Tu es aussi l'une des figures importantes de la marque. Tu es souvent mise en avant. Comment est-ce que cette rencontre entre Normal et Louzine s'est faite? Ouais, vraiment. Moi, je suis quelqu'un qui aime la nature.
Et aussi, je trouve vraiment cette famille aussi, c'est un marque qui donne beaucoup de l'intérêt à la planète et c'est chouette vraiment avec cette famille, j'adore. Et Qui est venu te chercher? Est-ce que c'est Kylian Jornet ou c'est une personne de la marque? ouais, vraiment. Alors, je fais la première course avec avec les chaussures normales à Dolomite et j'ai fait premier. À partir de là, j'ai parlé avec Kylian si tu peux m'envoyer les chaussures. Il a vraiment dit oui, avec plaisir. Il aussi, je vais te envoyer. Et c'est là qu'on a. Demain, il y a aussi une grande course qui se prépare sur Ultra. T'as pas pu passer à côté. Sur le format 120 km, on va retrouver Jim Wemsley, Vincent Bouillard, évidemment Kylian Jornet. Est-ce que tu suis un peu justement ces trois athlètes? Est-ce que, j'imagine Kylian, on reparlera un petit peu peut-être de Kylian, mais sur Vincent Bouillard, sur Jim Wemsley et tout, est-ce que tu suis un peu le circuit Ultra ou tu restes quand même très concentré sur tes épreuves à toi? Ouais, vraiment, oui, bien sûr, je veux regarder la course, je vais être aussi voir l'indirect. Je connais James, j'ai déjà couru avec lui. Ouais, je veux. Il est très fort sur ces formats, très rapide aussi comme toi. Oui, ouais, c'est un bon athlète, ouais. Et j'espère ils vont faire un bon course et je vais être dans la ligne de départ pour encourager. Pour les encourager. Ouais. Est-ce que tu as un petit pronostic, un petit favori sur le top 3? Tiens, c'est toujours dire de le faire, mais est-ce que qui tu vois sur ce podium? Ouais, vraiment, j'ai parlé honnêtement. Pour moi, si la gagné Kylian, je vais être très très contente. Et aussi, ouais. Et ensuite, tu vois qui d'autre sur les deux autres? Ouais, c'est la je connais James, c'est la fille Kylian premier, James deuxième et l'autre athlète Vincent. Vincent. Je vais être très très contente. Ok, bon bah écoute, on saura demain, nos auditeurs le savent Mais déjà parce que... je vous donne pas l'oppression, il faut profiter Non, vraiment bien de sûr. Chianti. Bien sûr. Et c'est magnifique ici, c'est très très beau. Je sais pas si tu as regardé un petit Ouais, peu, tu connais vraiment, un peu l'Italie. ouais, j'ai été courir avec Kylian ce matin, c'est vraiment joli, c'est un course très différent. Et... C'est plat, il y a quand même pas mal de routes. Hein. Oui. Même pour les chaussures, je me disais, tiens, ça va pas être évident de choisir quelle chaussure parce qu'il y a quand même pas mal de parties sur les routes avec un peu de gravier, il y a des belles... Mais en même temps, il y a quand même 5000 mètres de D+, c'est assez piégeux comme parcours. Ouais, je pense vraiment c'est un course rapide parce qu'ils vont courir, il y a la route, il y a des escaliers, ils vont courir des places avec le vin et ça c'est un course c'est un course vraiment différent et il faut profiter de cette magnifique course et bon courage à tout le monde et on va être là pour encourager tout le monde. Merci beaucoup Héloïsine, je vais pas te retenir plus longtemps parce que tu cours demain, donc il faut aussi que tu te reposes un petit peu. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. J'ai hâte de te revoir courir déjà demain en Italie et puis bien sûr te suivre sur toute ta saison parce que je pense que tu vas nous donner encore pas mal de spectacles et nous faire rêver. Merci beaucoup la tête d'un coureur et je veux vous parler à bientôt. À très vite. Merci. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la dernière partie de cette émission. Alors, si Chianti avait des allures de mini-championnat, ce qui nous attend cet été, ça va être aussi du très très lourd entre la Western States, entre la Hard Rock, entre l'UTMB. On va vivre une des saisons d'anthologie. D'ailleurs, quelle course vous attendez le plus, vous, pour cette saison estivale, Benjamin ? Eh ben, ça va peut-être te surprendre, mais la course que j'attends le plus... C'est la Maxi Race. Eh ben non. La course que j'attends le plus là sur cet été un peu élargi, c'est le championnat du monde. Je pense que ça va être une très belle course. J'aurais même pu le citer Les d'ailleurs. championnats du monde en De Espagne long fin d'ailleurs septembre. ou... Bon, les deux, mais les deux, ça va être deux très très belles courses. On a Thibaut Barognan, Mathieu Blanchard aussi qui se demande s'il va y participer. Il y a quand même de grandes chances. Les sélections sont pas encore sorties, effectivement. Ça, on le saura au courant de l'été, notamment après le championnat de France en juillet. Mais ça va être beau, autant sur le côté français que sur le côté international. Je pense qu'on va être sur une vraie course internationale, un vrai championnat du monde. Donc, il y en a pas mal qui font l'impasse sur les courses de l'UTMB pour se consacrer au championnat du monde. C'est bien, donc, ça peut être vraiment le seul, entre guillemets, pas rival, mais à long terme, ça peut vraiment devenir la compétition la plus suivie. Et toi, Hugo, la course que tu attends? Je trouve ça dommage que la date elle soit tombée juste après l'UTMB. Je pense qu'il faudrait quand même qu'ils arrivent à s'entendre, puisqu'on avait vu qu'en 2023 à Innsbruck,
La date était en juin, ça avait été une très très grande réussite, puisqu'on avait eu un très beau plateau sur les championnats du monde. Et après, on s'était, en tant que fan de la discipline, on s'était régalé ensuite sur les courses de l'UTMB. Alors que là, on va avoir un entre-deux. Puis peut-être que ça va créer aussi des clivages, celui qui vient à tel événement, celui qui vient à l'autre, etc. etc. Donc c'est un peu dommage, mais je vais regarder les deux avec la même passion. Hein. Moi, dès que tu mets les meilleurs coureurs sur des chemins, ça me régale. Alors évidemment, on va faire un peu pas ordre, mais il y a la Western States. Et là, on attend Jim, Vincent et Kylian. Est-ce qu'on va avoir, selon vous, le même classement ou peut-être qu'il y aura quelques surprises? C'est le dernier pronostic, c'est ça? Ouais, entre guillemets. Non, mais est-ce que vous pensez clairement aujourd'hui qu'un Kylian Jornet peut battre un Jim ou un Vincent peut encore progresser sur la Western? Parce que c'est une course très différente. Bon, alors, certes, très roulante, mais quand même plus d'endurance, plus long. On passe les 150 km, on sait que Kylian, Vincent, voilà, il y a quand même des éléments en plus. Ouais, après on sait que Jim sur un New Western, il l'a déjà réussi plusieurs fois, il a fait déjà des courses stratosphériques là-bas, donc non, je pense que Jim il a une longueur d'avance sur une Western en vrai. Et puis la chaleur, c'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise l'an dernier. Et par rapport aux autres coureurs, on avait l'impression qu'il était dans un frigo et presque comme s'il transpirait pas. Il a gagné avec une facilité déconcertante. Il était à quelques minutes de son record alors que c'était la fournaise. C'est vraiment chez lui là-bas. Le battre là-bas, ce serait très 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 fort de la part de Kylian. Et finalement, c'est ce qu'on peut souhaiter, qu'il se prépare de la meilleure manière qu'il puisse faire et venir mettre une petite rouste à Jim pour se venger du Canty. Ouais. Moi, j'enterrerais pas Kylian. Hein. Moi, je pense que Kylian... l'orgueil du champion. Ouais, bien entraîné, bien préparé, bien reposé, sans pépin physique. Je l'enterre pas. Et puis, après, c'est vrai que c'est surprenant qu'il ait choisi la Western plutôt que l'hard rock, par exemple, ou vraiment d'aller finalement... Je pense qu'il a besoin de cette confrontation pour se motiver à l'entraînement aussi, lui qui a déjà tout fait, quoi. Puisqu'il a déjà gagné la Western en plus. Et Vincent, du coup, est-ce que quand même, ça sera encore l'outsider sur cette course-là? Ce sera l'outsider, ouais, les deux favoris, les deux têtes d'affiche, ce sera Jim et Kylian, je pense. Mais Vincent, attention, ça va être un très très sérieux concours. Il a vécu progressé encore. Hein. Ouais, il a vécu là-bas, et puis on ne sait pas encore s'il est au max de sa forme. On ne sait pas, tu vois, c'est dur de dire si c'est un athlète qui progresse encore. On ne sait pas, on n'a pas de référence. Là, il va pouvoir dédier un peu plus de temps à s'entraîner parce qu'il a maintenant un vrai contrat d'athlète avec Oka. Donc je pense que oui, il a une vraie marge de progression, ça c'est sûr et certain. Donc wait and see, mais ça va être une belle bataille, c'est sûr. Alors la hard rock, c'est un peu un autre délire aussi. Alors, évidemment, c'est une course plus rude, plus sauvage. Et cette année, on aura un Mathieu Blanchard qui va faire le déplacement. Ludovic Pomeray aussi, qui connaît bien pour l'avoir remporté. Germain Grangier, qui va aussi faire partie un peu de ce trio. C'est une épreuve qui est certainement aussi l'une des plus exigeantes d'un point de vue mental dans le circuit. Ça va aussi jouer sur les capacités. Quel scénario vous prévoyez, vous, là-bas ? Là, ça va être vraiment très intéressant. Alors, l'hard rock, c'est un peu particulier parce que chaque année, il y a très très peu d'invitations pour les athlètes élites, étant donné qu'il y a très très peu de participants tout court. Et du coup, ils se retrouvent vraiment tout seuls dans un lieu espacé. Tout ce qui est journaliste, etc., il n'y a rien. À l'hard rock, on part, il n'y a même pas d'arche de départ. On part sur une route qui est en terre. C'est très très spécial, vraiment, chaque coureur est seul face à lui-même sur ce parcours. Et du coup, parmi les favoris, on a vu par exemple pour Aurélien Dunampalas, quand il gagne, il y avait Beñat Marmisol, ils auraient pu faire la course ensemble, et il est parti tout seul dès le début et il s'est fait 24 heures tout seul. Oui, il a fait pareil à la Diagonale des Fous juste après, hein, c'est vrai. Aurélien. D'ailleurs, c'est très costaud d'ailleurs. Hein. Très costaud. Très costaud. Hein. Soit il gagne, soit il se blesse. Ouais. Comme la dernière fois il était blessé, cette année il va faire mal. Et après il y a aussi le point d'interrogation, est-ce que Mathieu a récupéré du Yukon? Parce que pour moi ça me paraît lunaire d'arriver à récupérer du temps quand même. 600, ouais, mais 600 km, l'impact sur le corps pour moi il est incroyablement grand. Alors c'est un grand champion, il a sans doute du temps pour récupérer, ainsi de suite, mais attention, j'ai aucun doute moi sur ça. Attention à ne pas négliger et on verra bien l'impact que ça aura sur moi lui. Pour en avoir discuté un peu avec lui, parce qu'on l'a reçu en émission, Mathieu me dit, moi ça va m'être bénéfique. Il le voit vraiment comme une voilà, il a beaucoup travaillé sur certaines allures, il a beaucoup renforcé sa caisse, et lui il me dit voilà, je sais que quand l'entraînement va reprendre force, ça va être puissant. Donc voilà, moi c'est vrai que je le vois parce qu'il y a quand même du temps quoi entre les deux épreuves. Ah, mais moi ça m'a inquiété ce qu'il a eu au poumon, c'est pas anodin. Faudra voir quand il refait des entraînements un peu intenses, il a pas. Mais bon, ça il sait mieux que nous, hein, mais. Bien sûr.
Mais c'est vrai que c'est C'était après, dangereux c'est- quand même, ça Bah, c'est ça, moi c'est toujours la Ça question m'a pas que je donné me envie. c'est toujours la question que je me pose, c'est alors après c'est vrai que moi j'ai un aspect un peu plus sportif et un peu plus performance, donc c'est tout ce qui est côté aventure, c'est moins un truc qui me branche, on va dire entre guillemets, mais c'est vrai que voilà quand tu mets ta vie en jeu comme ça et tout, je pense que c'est quand même assez introspectif et bon voilà, c'est des motivations qui sont différentes, mais en tout cas curieux. Mais alors en dehors de ça, voilà, est-ce que voilà, est-ce qu'il y a quand même sur le papier selon vous voilà, qui est le plus favorisé? Non, mais je vois bien une bataille Germain-Mathieu. Ça, je pense que ce sera ça. Voilà, juste mon point d'interrogation, c'est celui-là. Je lui Ludo, souhaite non, pas, hein, bien sûr. Ludo, parce qu'il conserve, il est là pour battre. Ludo, chaque année, on dit que c'est la dernière. Alors finalement non. Donc je lui souhaite qu'il continue. Il aura une gestion de course parfaite comme d'habitude. Faudra s'en méfier comme d'hab. Mais c'est vrai que c'est jamais celui que je vais mettre en favori numéro 1 et c'est toujours celui qui me surprend. Alors évidemment, Puis, ouais. il n'a pas le record dans ce sens-là. Parce que comme ça change d'année, de sens chaque année, il a le record dans un sens, il lui faut le deuxième là. C'est clair. C'est vrai que chaque année, d'ailleurs c'est quoi? Il y a une année plus dure que l'autre, je crois, c'est ça? Ouais, c'est un débat parce que t'as une année où tu vas monter les pistes forestières, une année où tu vas la descendre. Alors est-ce que selon ce que tu préfères Alors tout ça, ça nous emmène aussi à Chamonix avec l'UTMB 2025. C'est dur de savoir justement qui sera présent ou pas. Mathieu Blanchard semble grande chance quand même qu'il fasse la passe et puis de toute façon on le saura, il n'y a pas de Rolling Stone donc ça voilà, il y a grande chance quand même qu'on ne le voit pas. Jim Wemsley, Vincent Boyard, je pense qu'il prendrait quand même des risques, il est voilà. Baptiste Chassagne, c'est pareil, est-ce que vraiment ils vont peut-être vouloir capitaliser un peu plus sur le dernier ressenti. Jim Wemsley avec la Western, c'est compliqué. On a un François Daen aussi qui annonce un peu son grand retour là-bas, mais finalement une course assez ouverte. Est-ce qu'on va avoir un peu de voilà, sans vouloir faire offense à François Daen, mais est-ce qu'il va avoir de l'adversité sur la ligne de départ? On peut se poser la question. Dans les grands champions, en tout cas. Ouais, de l'adversité, il y en aura toujours, parce que souvent on oublie qui a été 4e, qui a été 5e, et puis finalement ils sont pas si loin que ça. Mais alors là, le retour de François Daen, l'année où il y a un petit peu moins de monde, c'est magistral. Vous y croyez, vous, d'ailleurs, à son retour? Parce que c'est vrai que le trail, il a changé depuis quelques années. Ah, il a été absent Est-ce longtemps, que voilà, il a été absent longtemps? On sait quand même que voilà, il y a toute une nouvelle génération. Est-ce que franchement, aujourd'hui, tiens, si on met un François Daen face à un Jim Wemsley, face à un Vincent, face à un Mathieu Blanchard, face même à un Kylian Jornet, est-ce que c'est encore un athlète qui a les capacités de gagner un UTMB? C'est quoi votre avis par rapport à ça? Je pense que François, c'est un champion. Comme tout champion, s'il est sur la ligne de départ, Ouais, c'est c'est pas pour rien. facile, ça c'est facile. C'est pas Ça, pour c'est rien. facile. Alors, je vais la poser différemment. On sait que ça va très très vite. On sait qu'aujourd'hui, voilà, il faut des qualités de vitesse et d'endurance qui sont extrêmement folles. On sait aussi que tout ça, ça nécessite un entraînement, parfois aller sur la piste. Parfois, on le sait, voilà, même si... est-ce qu'il en a envie encore à son 37-38 ans? Parce que conserver sa vitesse, c'est une chose. Et on sait, François, c'est un coureur très rapide. Celles et ceux, pour avoir parlé avec des anciens qui ont couru avec lui en 2013, il gagnait tout sur la vitesse. Hein. Alors, c'est toujours curieux de savoir qu'aujourd'hui, il dit que ça ne sert pas à grand-chose, alors que c'est quand même une des qualités qui l'a fait gagner. Mais honnêtement, est-ce que voilà, tu sais très bien, toi, quand conserver sa vitesse et la récupérer, c'est pas la même délire. Il faut vraiment avoir envie de se faire mal, voilà, repasser par un cycle de développement de la VO2. Est-ce qu'il en a envie? Est-ce que vraiment ça va pas le saouler? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. C'est sûr que François, il s'était blessé gravement à la cheville, un peu quand il voulait revenir sur l'UTMB, parce qu'il a un cycle de 3-4 ans toujours pour venir avec de la motivation. Et du coup, on l'a vraiment pas vu depuis longtemps, enfin en tout cas depuis 2021. Donc on a un peu l'impression, avec tout ce qui s'est passé depuis, là il y a eu la naissance de Vincent Bouillard, etc., qu'on a un peu rangé papy au placard, mais je pense qu'il va revenir et qu'il va faire très très mal pour dire, vous voyez les gars, je suis là quand même. Donc toi, tu y crois? Tu penses qu'aujourd'hui... Ouais, c'est quelqu'un qui sait se faire mal et... Voilà, bah oui, de temps en ça, temps, c'est- l'hiver, il faisait des séances avec Thibaut Barognan. Thibaut était pas forcément beaucoup plus devant, donc il sait faire ce qu'il faut. Puis là où il habite maintenant, avec le ski de rando qu'il fait l'hiver, dès qu'il repasse au basket, je pense qu'il a largement les moyens de revenir mettre un grand coup sur la table. En tout cas, moi, je l'avais eu en émission aussi l'année dernière à l'UTMB, enfin la dernière édition de l'UTMB, et ce que j'ai senti, c'est que lui ne doutait pas. Lui, au fond de lui, pour lui, c'est évident que voilà, s'il s'en donne les moyens, c'est le meilleur. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, quoi. Enfin, Ouais, et puis, il a beaucoup de confiance en lui et il sait que je pense qu'il a une maîtrise parfaite de l'UTMB, il connaît très bien ce sport, il a l'expérience, un peu ce qu'il partage avec Kylian Jornet finalement.
et il pense que c'est un atout. Après, est-ce qu'il va réussir à retravailler ses qualités de vitesse, et ça c'est un autre enjeu, quoi. Ouais, après je pense aussi, on se parle de qualité de vitesse sur 160 km, donc c'est peut-être pas. Mais à Saint-Gervais, utile. il passe à. Ça c'est ils sont évident, à 17 à l'heure. mais 17 à l'heure c'est pas 20, c'est pas 21. Oui, donc oui, 17 mais- à l'heure, quand on s'appelle François Daen, c'est pas très dur. Donc je pense que les qualités de vitesse, alors oui, il a besoin de les bosser sans aucun doute pour se sentir vraiment à l'aise à ces vitesses-là. Mais je suis pas inquiet qu'il soit capable de tenir un pace de la tête ou très proche de la tête de course. Et après les heures faisant, l'expérience qu'il a, c'est sûr et certain que s'il est là, c'est qu'il est à son meilleur niveau, ou en tout cas capable de l'être d'ici fin août. Donc ça va être très cool à suivre aussi. Alors, je ne veux pas parler en son nom, mais j'ai quand même l'impression qu'il rêve d'un Kylian Jornet, François Daen. Je pense que c'est l'adversaire qu'il a le plus envie. Pas plus pour la symbolique, parce que voilà, ce serait très fort de les retrouver là. Et puis ça montrera aussi que malgré les époques et la nouvelle génération, c'est finalement toujours sur eux qu'on peut compter. Est-ce qu'on y croit à un Kylian Jornet au départ de l'UTMB ? Ça serait bien. On n'a pas du tout d'infos là-dessus, franchement. J'ai essayé de regarder encore cette semaine là, la start line des courses de l'UTMB. J'ai rien trouvé. Donc on va attendre patiemment et on va commencer à faire des pronostics. Il a sa qualif. Hein, il peut avec sa deuxième place. Alors techniquement, tu dois te qualifier l'année N-1 de la course, donc en 2024 pour l'UTMB 2025. Après, il y a toujours quelques petites dérogations, mais il va y en avoir de moins en moins dans le futur. C'est-à-dire qu'on tolère de se qualifier au Chianti, peut-être au Grand Raid du Ventoux, etc. Donc potentiellement, il n'a pas la... Techniquement, non. Après, Il il n'a invite. montré pas de blanche. Hein. Il est venu, il a fait la course sur le format 100 miles, donc il n'y a rien à dire. Mais Est-ce que en tout cas, l'UTMB va se passer d'un Kylian Jornet au cas où, il l'a pour 2026 si jamais il veut attendre un peu. Parce que là, il fait quand même la Western States. Puis bon, il a 3 enfants, il a peut-être pas envie de faire des courses tous les 2 mois. Donc toi, ouais, non, tu penses moi, je que dirais c'est... qu'il vient pas. Ouais. Bon, Ouais, après, tu crois pas c'est trop. vraiment un avis comme ça. Hein, Ok. Bon, c'est hyper intéressant. Merci à tous les deux de vous être prêtés au jeu. Hugo, toi, je crois qu'on peut te retrouver. Tu es aussi très présent sur les réseaux sociaux, sur les internets. Tu crées du contenu. C'est quoi les meilleurs réseaux pour te suivre ? Je crois que tu as un podcast aussi, si tu veux en parler un petit peu. on l'a lancé la même année, en 2018. C'est vrai ? Tu sais, je t'avais demandé l'an dernier la Maxi Race. Ouais, c'est vrai. Et tu m'avais dit, toi aussi, 2018. Ouais, c'est ça. Du coup, donc tu as un podcast et ça va aussi. C'est le moment de faire Alors, un petit peu de promo, n'hésite pas. il est devenu bimensuel maintenant. D'accord. Avant, je T'as faisais un peu toutes la les flemme. semaines. Allez, il est Non, un peu flemmard là. Alors en fait, j'ai fait de la préparation mentale avec Stéphane Brognard, qui est quelqu'un d'assez carré et cartésien. Et voilà, on a mis en place quelques petites choses et j'ai diminué justement l'offre podcast. Elle était divisée par 2. Et après, j'ai mon site internet pour du contenu un peu plus précis. Travailler vraiment pour les fans de trail qui en ont jamais assez, quoi, qui veulent toujours plus d'interviews, toujours plus de données, toujours plus de documents, etc. Et le nom du podcast, si on veut le retrouver ? Je l'ai renommé The Duke Connection. The Duke Connection. Bon, voilà. Si vous voulez faire un petit tour, n'hésitez pas En à aller référence à l'écouter. la French Connection. Mais Oui. Même si Cette je ne émission cautionne vous a pas. été proposée par Tonton Outdoor. votre Et toi, boutique Benjamin, du coup, avec les spécialisée athlètes dans le Brooks, running et les l'actualité sports un petit d'aventure. peu. Est-ce Pour vous que équiper, voilà, je sais que vous avez de rendez-vous grosses sur ambitions au sein de chez Brooks. www.tonton-outdoor.com C'est le et début en de saison boutique à Paris, qui Nantes démarre, donc et Vannes. avec en ligne de mire les Golden Trail World Series et puis l'UTMB et les championnats du monde comme on en a discuté. Et on sera aussi fin avril du côté d'Annecy parce qu'on est nouveau partenaire du marathon d'Annecy. Donc on sera sur le marathon d'Annecy fin avril. Super. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi à Tonton Outdoor qui nous a permis, qui a soutenu ce reportage sur cette Chianti et qui est aussi partenaire de cet épisode. On les remercie chaleureusement. N'hésitez pas à aller faire un tour d'ailleurs sur leur site internet. C'est une entreprise française, bretonne plus précisément, qui connaît une belle explosion ces dernières années et qui sont c'est une super équipe. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous cherchez du matériel. Merci aussi à Laolia, là où on enregistre, l'hôtel qui nous a reçus. On a une vue magnifique et ils ont été charmants avec nous. Ils nous ont autorisé à tourner, donc je tenais vraiment à les remercier. Merci à Léo aussi à la réalisation de cet épisode et qui a assuré aussi le suivi de course. Franchement, toutes les belles images que vous voyez, les réels, je peux vous dire qu'il n'y a pas démérité, il est à fond tout le temps et c'est techniquement, logistiquement, croyez-moi que c'est très dur de pouvoir tenir ce rythme-là et vous tenir informé des courses sur chaque ravitaillement. C'est un vrai défi et Léo le réalise très bien, donc je voulais vraiment le remercier parce que vous me remerciez tous par message en me disant merci Guillaume, mais c'est surtout Léo derrière les suivis de course et donc je voulais vraiment le remercier. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.